Bonjour, bienvenue pour ce sixième webinaire Top Office. Aujourd'hui, c'est un webinaire un peu exceptionnel. Nous sommes en magasin, le magasin Top Office de Villeneuve-d'Ascq, et on s'est donné rendez-vous autour de l'atelier impression, puisque ce sont les semaines de l'impression, enfin c'est la semaine de l'impression. Comme la thématique du jour, qui va nous prendre à peu près une heure, c'est la création graphique, les conseils en communication et les supports de communication originaux. On est aujourd'hui deux, donc je vous présente Fabrice, Bonjour. qui se présente, qui vous parlera plus spécifiquement de l'atelier. Il est responsable de marché, chef de marché atelier impression. Donc dans la deuxième partie de cette conférence, il va vous présenter un peu tout ce qui est faisable en termes de support, des idées amusantes, originales, efficaces en termes de communication. Et là, tout de suite, moi, je vais vous parler à peu près 25 minutes sur le thème du logo, de l'identité graphique et de la charte graphique. Donc voilà, je vais basculer l'écran. On va se dire à tout de suite à l'atelier. Et pour l'instant, c'est parti pour un petit tour d'horizon du logo et de la chaîne graphique. Voilà. Bienvenue à tout le monde à nouveau. N'hésitez pas à utiliser le chat que vous avez pour nous signaler si vous avez des questions ou peut-être des soucis techniques de réception, pourquoi pas. Donc un petit rappel. À qui s'adressent nos webinaires? Ils s'adressent essentiellement à des artisans, des commerçants, des sociétés de services, en tout cas des petites ou moyennes entreprises qui ont un besoin de communication sur une clientèle on va dire, locale ou régionale. Voilà. Donc l'animation, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes deux, donc Fabrice Aurel qui est chef de groupe Atelier Impression, OM qui dirige une agence de communication à Lille. Donc cette première partie, le programme du jour, en deux parties, on va soigner l'identité graphique de votre entreprise, quelques petits conseils autour du logo, de la charte graphique, et puis on va avoir une demi-heure de présentation, on va dire, en live et opérationnelle, donc très concrète, qui vous permettront de comprendre en fait comment on passe de l'idée du logo ou de la communication à un support réellement conçu, comment on le fabrique, combien ça coûte, etc. On verra toutes ces questions. Voilà. Donc première partie, comment on soigne l'identité évidemment d'une entreprise, on passe par le logo. Sous les yeux, quelques logos de marques que vous connaissez. À quoi ça sert un logo? Je pense que à peu près tout le monde a une idée, mais c'est quand même intéressant de retrouver ces quatre points-là. Le logo, c'est le point focal pour l'identité de votre marque. C'est ce qui va rester sur tous les supports. C'est ce que vous aurez finalement à présenter le jour de votre création d'entreprise pour essayer de matérialiser un peu ce que vous faites. Le logo, c'est un élément graphique qui est mémorisable facilement. C'est important, en fait, j'insiste sur le mot mémorisable facilement. C'est que ça veut dire que si vous avez un logo complexe, il ne sera pas mémorisable facilement. Donc finalement, il ne va pas remplir son rôle. C'est déjà une première grille d'analyse quand vous allez décider à choisir un logo ou à faire évoluer celui que vous avez. Essayez de penser à cette notion de simplicité. La simplicité, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est pour répondre en fait aux besoins de mémorisation. Se rappeler que le logo, c'est une marque, donc une propriété intellectuelle. On verra en quelques mots tout à l'heure comment vous pouvez vous assurer de la protéger, cette marque. Et puis, évidemment, c'est la première image de vous, ce logo, c'est ce que vous allez donner à travers une carte de visite dans un prospect. Donc c'est quelque chose qui est important. Voilà. Petit préambule quand même, c'est important, le logo ne veut pas tout dire de vous. C'est-à-dire qu'on ne met pas tout. Si vous êtes par exemple une entreprise qui fait à la fois le traitement des énergies, des fluides, qui fait de la toiture, etc., votre logo ne va pas montrer votre multi-activité. Si je prends l'exemple de Leroy Merlin, le logo Leroy Merlin ne représente pas des outils, de la déco, de la peinture, etc. C'est quand même un des défauts qu'on a le plus souvent quand on se lance dans une activité d'une entreprise, on va dire, locale ou régionale, c'est de se dire tiens, je fais ça, il faut que je montre ça dans mon logo. C'est absolument faux. Et ça pose deux problèmes. C'est peut-être que si vous êtes plombier, vous pouvez vous contenter d'avoir une clé à molette et un tube dans votre logo, ça fonctionnera. Et si un jour vous avez envie d'élargir votre activité, je sais pas, la partie assainissement, etc., votre logo, en fait, il va devenir obsolète du jour au lendemain. Donc s'il y a trop de signes directement liés à votre activité dans votre logo, vous allez être à un moment donné coincé dans son évolution ou dans l'évolution de la société. Donc, en fait, comment on fait? En général, on a un outil logo et autour de ça, on a une palette d'outils graphiques, des icônes, des pictos, des images, des choix typographiques, des choix couleurs, etc. Et on verra, c'est dans la deuxième partie, on parlera alors de l'identité visuelle. Un petit rappel rapide des principaux types de logos. Voilà. Il peut y avoir beaucoup d'autres segmentations, mais ça, c'est la segmentation la plus courante. Donc, on a l'approche façon mot, symbole. Donc, vous avez décidé, et c'est ce qui se fait aujourd'hui de plus en plus au niveau des startups et au niveau des, on va dire, des grosses entreprises du web, c'est essayer d'imposer son nom sans fioriture, en essayant de ne pas trop en faire. Bien ce que je vous dis tout à l'heure, mémorisable visuellement très facilement. Vous voyez ici Visa, Coca-Cola, Google, qui sont parmi les marques les plus connues au monde. C'est pas parce que ce sont les plus anciennes, Google c'est quand même assez récent,
c'est aussi parce que leur marque a été travaillée pour qu'elle soit presque aussi simple à mémoriser pour un adulte que pour un enfant. Vous avez l'approche pictogramme, donc là on n'est plus du tout sur le mot assez long, on est sur un pictogramme qui a l'avantage, si vous travaillez sur un site web ou sur des réseaux sociaux, en fait de pouvoir symboliser votre marque assez facilement sans devoir rajouter son nom derrière quand vous avez atteint un niveau de notoriété. Je me rapproche du micro, monsieur Jacques, pas de problème. Je vais même augmenter le son un peu, laissez-moi juste une petite seconde. Ouais. Donc a priori normalement là c'est résolu. On va parler en fait de l'abstrait. Donc l'abstrait c'est la création d'un symbole qui est toujours utile en fait quand on communique. Ça permet de dissocier le nom du graphisme et sans pour autant que ça ait une signification. Je vous disais tout à l'heure, le plombier il n'est pas obligé de montrer une clé et un tube dans son logo. Là c'est l'exemple d'Adidas, BP. Ouais. Vous avez la mascotte, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué et plus risqué on va dire, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose de qualité. Vous avez la notion d'emblème, c'est à la mode en fait aujourd'hui, on va dire en restauration ou dans les activités un peu artisanales, les activités liées au domaine bio, développement durable, on trouve ce type d'emblème un peu plus travaillé. Puis après on a ce qu'on appelle la combinaison de tout, en fait on retrouve le nom avec un petit icône, voilà. Ce sont les marques les plus connues. Il y a un peu de bruit, vous m'excuserez, mais on est en magasin et c'est un choix, et en même temps c'est un choix qui, vous le verrez, est intéressant tout à l'heure dans la deuxième partie. Les tendances des logos, donc assez rapidement, hein, sur 2018, ça c'est une étude qui vient de Créade. Donc les tendances des logos, on va dire plutôt des couleurs péchues, vibrantes, ce sera un peu vibrante. La couleur qui revient le plus souvent cette année, c'est plutôt le violet, ce type de Pantone. On a des tendances, on y viendra après, mais c'est important de se dire que au niveau des tendances de graphique, il faut essayer de se détacher un petit peu de la mode sur votre logo parce que une mode peut durer 2 ou 3 ans. Un logo, quand même, il a un petit peu. Le logo, il a une durée de vie quand même un petit peu plus longue, bien heureusement. Merci Laure de me rassurer, je vais pouvoir me concentrer davantage sur la présentation. Donc le flat design était une mode depuis 3 ou 4 ans. Il y a beaucoup de marques qui ont relooké. On verra tout à l'heure, j'ai quelques exemples. Donc la notion de flat design, ça veut dire que, pour faire simple, avant le flat design, on avait le web un petit peu 3D. Donc on avait des logos avec du volume, avec des ombrés, des choses comme ça. Le flat design, il a décidé que du jour au lendemain, les marques allaient être beaucoup plus nature. Donc c'est une tendance qui s'est rapprochée de, on va dire, tout ce qui est développement durable et RSE. Donc ça a été une volonté d'avoir des marques un petit peu plus simples et forcément plus proches des clients. Et bien cette tendance de relooking au flat design, elle est en perte de vitesse aujourd'hui. C'est un cycle de la communication et donc ça évolue et c'est la raison pour laquelle il faut toujours faire un petit peu attention quand on se lance dans une tendance graphique. Donc aujourd'hui c'est un peu la mode, hein, on l'a vu sur les Jeux Olympiques de 2024, du dégradé multicolore. Alors il faut savoir pour la petite histoire pour les anciens, il y a une quinzaine d'années, la phrase des graphiques c'était le dégradé c'est dégradant. Et ben non, cette année le dégradé c'est super à la mode. Voilà. Et puis on a un travail davantage marqué sur les typographies. Logo, c'est aussi une typo, on voit quelques exemples en dessous. Et c'est vraiment une approche que n'ont pas forcément les créateurs d'entreprise. La typographie pour eux est accessoire, hein. Ils cherchent à avoir des couleurs qui leur correspondent, une forme graphique qui leur correspond. Et pourtant la typo elle dit beaucoup de vous et de votre identité. Donc, je vous invite à y passer un petit peu de temps. Vous trouverez, donc je reprécise, il y aura un replay de ce webinaire. Vous aurez accès au lien que je vous donne. Donc là par exemple sur ce lien, Logo Lounge, vous avez la possibilité d'aller voir toutes les tendances. Alors le but c'est pas forcément de copier des tendances, c'est que vous, au moment où vous allez briefer un créatif, vous soyez déjà fait un peu une idée de l'univers graphique dans lequel vous avez envie de positionner votre entreprise. Voilà. Donc quelques conseils rapides pour choisir un logo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, privilégiez la simplicité. Ça va vous permettre de mémoriser. J'ai un exemple en fait. Il y a eu une étude qui a été faite l'année dernière, 2017, qui invitait 150 personnes à dessiner de mémoire un logo. Donc bien sûr, on a travaillé sur les chercheurs ont travaillé sur des logos très connus, mais on trouve en fait des résultats qui sont assez étonnants. Donc là, vous avez sous les yeux l'exemple de Ikea, Food Locker, vous avez aussi également Starbucks. Et donc en fait, les chercheurs ont essayé d'analyser sur 150 personnes combien sont vraiment proches de la réalité du logo, combien sont plus ou moins éloignés, etc. Et en fait, ça a donné des choses, on va dire c'est un scoring, c'est une façon de représenter scientifiquement quelque chose qu'on pensait fortement, qu'on avait en tête, c'est que plus un logo est simple, plus il est mémorisé à la perfection. Donc on voit ici par exemple Ikea dans ce tableau, en fait il y a 86% des gens qui l'ont au moins bien dessiné,
ou dessiné à la perfection. Alors, ça peut être un gadget, ça peut être amusant. On se rend compte que Starbucks, qui est quand même un logo basé sur une illustration, donc qui est un peu plus compliqué, même si tout le monde parmi nous a à peu près vu le logo Starbucks saurait le reconnaître de mémoire, le dessiner de mémoire, c'est plus complexe. Donc, Starbucks s'en fout un peu. Aujourd'hui, c'est une marque internationale, donc ils ont accédé à un niveau de notoriété qui fait qu'ils ne se posent plus cette question-là. Mais vous, qui avez une activité peut-être moins connue que celle de Starbucks, dites-vous qu'il vaut mieux que vous soyez sur un logo qui soit proche de celui d'IKEA, même si certains le trouvent moche, laid, trop simple, etc. Il est mémorisé. Donc, il faut essayer de toujours penser à cette notion de simplicité. Et donc, cette étude, c'était l'occasion d'argumenter sur ce point-là. Éviter les effets de mode. Alors, par exemple, il y a une grande mode depuis peut-être 2-3 ans, c'est hipster, entre guillemets, cette mode du logo croix. On en trouve des centaines, on en trouve dans les bars, on en trouve dans toutes les activités. Il n'y a plus absolument rien de différenciant, si ce n'est que c'est graphique. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, faites ça. Si vous voulez avoir quelque chose qui correspond à votre activité, prenez peut-être un petit peu de recul par rapport à ce type de mode. Pensez à la particularité du logo dans les éléments de communication. Alors, c'est un lieu commun, mais un logo, ça doit vivre sur un tout petit document. Donc là, j'ai fait l'exemple de la carte de visite. Et ça peut vivre sur une affiche 4x3 ou sur un camion. Et ça ne vit pas de la même façon sur une 4x3 ou sur une carte de visite. De même, si vous produisez des produits pour lesquels vous allez avoir besoin de positionner une étiquette, sur l'étiquette, vous aurez un certain nombre d'informations légales à positionner. Beaucoup d'informations légales, de plus en plus aussi. Et pourtant, il faudra votre logo. Vous aurez très peu de place pour mettre le logo. Si votre logo il est construit comme celui que vous avez à l'écran, vous pouvez vous dire qu'en linéaire, personne ne verra rien de votre logo. Votre marque ne sera pas vue, ne sera pas mémorisée. Alors peut-être qu'on aura acheté votre produit, mais le jour où il faudra la racheter, on la trouvera plus en linéaire et ce sera même plus dans votre nom. Donc pensez bien qu'un logo, il doit avoir un impact visuel à toute petite taille. D'ailleurs, c'est une des recommandations quand vous faites travailler un graphiste. Il va vous envoyer des PDF, on verra tout à l'heure, avec les propositions. Les PDF, imprimez-les à taille réelle. Format carte de visite, format A4 par exemple. Ne regardez pas sur votre écran. Ne regardez pas sur votre smartphone, ça c'est interdit. Ça vous permettra pas de juger. Mais ne regardez même pas sur un écran, parce que finalement vous allez zoomer la carte de visite sans vous rendre compte de ce que ça donne à taille réelle. Donc ne pas faire, évidemment. Autre chose, le logo. Il y a 3 formes de logos. Il y a les logos tout en hauteur, les logos tout en largeur, et les logos qu'on va dire qui sont plutôt compacts, autour d'un rond ou d'un carré. Donc, un logo doit pouvoir fonctionner quel que soit le format de publicité. Aujourd'hui, vous ne savez pas quand vous créez un logo, forcément tout ce que vous serez amené à faire. Donc, je vous ai mis par exemple ici à côté du logo de Juliette Williamson, c'est un logo tout en hauteur dont on peut imaginer qu'il est logique, puisqu'elle fait des superbes gâteaux complexes. Donc c'était intéressant d'avoir une carte de visite avec un logo tout en hauteur. On voit même que le créatif il a travaillé la carte de visite dans le bon sens pour que le logo s'exprime bien. Et donc on peut comprendre tout de suite que c'est amusant, mais quelle limite, parce que s'il a mis le logo dans ce sens-là sur la carte de visite, c'est que peut-être que ça marche moins bien si on retourne la carte de visite. Première chose. Deuxième chose, c'est vous avez à droite, je vous ai mis un exemple des principaux formats publicitaires. Donc le format pavé, carré ou rectangle, le format, on va dire en colonne, et le format méga banner. Ben, je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne. En fait, ce logo, quand je suis sur un pavé publicitaire standard, là on est à taille réelle, et quand je suis sur une méga banner, je suis embêté là, je vois pas ma marque. Voilà. Donc ce logo il est sympa, il est beau, hein, moi je trouve très joli, et forcément il doit être logique par rapport à l'activité, mais il n'a pas été conçu par le graphiste pour une utilisation dans la largeur. Donc plusieurs possibilités, hein. On débat avec le graphiste, on dit moi j'aime bien l'idée du gâteau, et j'aimerais bien qu'il me fasse une version du logo où j'ai mon nom et ma signature à droite du logo. Donc c'est là où l'intérêt de la charte graphique, c'est que je peux avoir un logo avec 2 exploitations graphiques différentes. Mais en tout cas, je dois tout prévoir dès le départ. Mais effectivement, on est en direct d'un magasin, vous comprendrez mieux après quand on passera en caméra. Voilà. Donc attention aux clichés, ça c'est pour aller assez vite, hein, mais si je suis dans l'environnement, je vais mettre un arbre, si je suis dans l'humain, je vais mettre un humain. Voilà, vous avez sous les yeux des banques d'images de logos. C'est super pratique et ça va vite, mais c'est un cliché. Et donc vous aurez forcément quelqu'un dans votre domaine d'activité qui aura eu la même idée ou un truc qui ressemble. Donc on en revient à la notion de mémorisation. C'est un logo que j'ai déjà vu, mais je ne sais plus à qui je vais l'attribuer. Raconter une histoire, on verra tout à l'heure ce que j'entends par ça. Mais au départ, quand on crée un logo, on répond, enfin, en tant que graphiste, on répond à un brief qui est le vôtre, chef d'entreprise. Donc vous avez raconté votre histoire, vous devez raconter votre histoire de chef d'entreprise à ce graphiste. Et bien, il y a moyen d'en faire un logo qui soit aussi une histoire et qui donne des prises derrière sur la communication. Donc on en vient à ce dernier conseil, écrivez un brief. Bon, un brief c'est quoi en fait? C'est toutes les informations qui vont permettre au graphiste de vous proposer quelque chose qui soit vraiment en rapport avec ce que vous êtes.
Voilà. C'est aussi un moment que vous allez prendre pour réfléchir sur vous-même. Voilà, j'ai mon activité, je mets un logo, point. Non, ça c'est pas un brief. Je mets un logo parce que. Et là, vous allez creuser un petit peu, passer du temps à discuter avec vous, peut-être avec vos associés ou avec vos collaborateurs, collaboratrices, et vous allez définir un brief. Ce brief, ça va être aussi une grille d'analyse des projets de logo. On verra après, mais quand on reçoit un logo la première fois et qu'on n'a pas écrit de brief, en fait, il y a que deux mots qui viennent à l'esprit. Le premier, c'est j'aime bien. Le deuxième, c'est j'aime pas. C'est pas une grille d'analyse, j'aime bien. En fait, le brief, en fait, est-ce que le brief trouve dans la proposition du graphiste une réponse correcte ou pas? Est-ce que, par exemple, je voulais parler de 5 points, est-ce que le logo représente les 5 points? Ou est-ce qu'il y en a plus que 2? Ça se discute, mais au moins il y a une grille d'analyse. Voilà. Ce brief, il est important, vous allez passer un petit peu de temps au départ, et à la fin, ça va vous faire gagner énormément de temps, et surtout, ça va vous rassurer. Parce que finalement, quand un logo devient un simple concours de dessin, à la fin, vous allez forcément demander l'avis à plein de monde, et vous ne saurez plus. Parce que tout le monde a un avis, personne ne connaît votre brief, personne ne connaît votre histoire totalement, ce que vous avez envie de dire, mais tout le monde va avoir un avis. Ah, moi j'aime pas cette couleur. Sauf que si cette couleur est plus adaptée à la notion de luxe que vous aviez écrit dans votre brief, et que le noir, c'est une très belle couleur pour le luxe, tout le monde vous dit ah, le noir, j'aime pas, c'est angoissant. Mais que le graphiste vous répond, vous vouliez une image plutôt luxueuse qui vous tire vers le haut, le noir fait partie des codes couleurs qui vous permettent d'atteindre cet objectif. Alors vous allez sous-peser d'un côté la raison, de l'autre côté le j'aime, j'aime pas. À écouter la raison, et donc c'est la raison pour laquelle le brief, à la base, doit vous rassurer quand vous aurez à choisir. Ce serait quelque chose d'assez cartésien, et non pas juste un concours de couleurs. On met quoi dans un brief? Je vais donner en quelques grandes lignes. Vous allez expliquer votre entreprise, votre marque, votre personnalité, votre marché, votre concurrence, vos clients. Oui, c'est un peu long, vous n'êtes pas obligé d'écrire des romans, mais c'est intéressant aussi de regarder la concurrence parce que pour un graphiste, ça lui permet de voir un peu comment se positionnent vos concurrents en termes d'identité graphique. Il peut essayer de décaler un peu par rapport à la concurrence. Au contraire, il peut se dire qu'il y a quand même un standard dans son métier, donc je vais me placer au niveau de ce standard. Parce que c'est une entreprise jeune, et bien, avec ce type de logo, tout de suite, elle va acquérir une espèce de lettre de noblesse, alors un logo du niveau de ses concurrents. Il y a plein de choix à faire, mais il faut connaître ça. La concurrence, les clients, etc. Voilà. Vous allez donner des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. C'est-à-dire qui vous êtes aujourd'hui, qui vous avez envie de devenir. C'est important, on verra après, j'ai mis un exemple avec un créateur, parce qu'on a accompagné ça. Voilà. Vous allez pouvoir dire si vous avez envie d'affirmer un style ou une différence, vous voulez exprimer vos goûts ou vos interdits. C'est là où, par exemple, il faut dire, moi, j'aime pas le rose, je veux pas le rose, ou j'aime pas le noir, je veux pas de noir, etc. Mais dites-le avant, histoire que le graphiste le sache avant de commencer, ou qu'il ait un débat avec vous sur ses choix de couleurs, mais que ce soit exprimé avant de faire un travail. C'est plus intéressant. Et surtout, dans le brief, vous allez laisser la porte ouverte à la créativité. Faites pas un dessin vous-même, hein, à la main, tiens, je voudrais ça, etc. Vous pouvez en discuter avec le graphiste, mais laissez-le créer quelque chose. C'est son métier et ça pourra probablement forcément vous aider à décoller complètement en termes d'originalité de logo. Voilà. Donc n'oubliez pas quand vous allez juger cette proposition de logo, évitez ces mots-là, c'est beau, bof, j'aime pas, etc. Préférez plutôt ça. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est important. Donc je prends un exemple. On a accompagné récemment un entrepreneur qui souhaitait lancer sa marque de café. Alors, c'est une personne qui avait la cinquantaine, qui sortait de 25 ans de parcours en communication marketing dans des marques de café. Il a envie de se mettre à son compte, et dans un premier temps au niveau ultra local. Voilà. L'envie de torréfier son propre café, donc c'était un changement d'univers complet. Il passait du marketing de grands groupes à un cadre dans lequel il allait fabriquer et commercialiser son propre café. Il allait le proposer en e-commerce et en coffee truck sur les marchés. Donc une dimension de court terme qui était évidemment au niveau artisanal local. Voilà. Et il a exprimé aussi la notion d'avoir à moyen terme l'envie de développer une marque, donc de sortir de sa région. Voilà. Et il voulait jouer la carte de la proximité et de l'humain, et puis il avait tourné son nom autour de la notion le fou du grain. Voilà. Donc ça c'est un brief. On a discuté bien plus longtemps avec ça, mais c'est un brief résumé qui nous a donné en fait l'envie de lui proposer d'abord dans une démarche de création de logo 3 propositions. Ça peut être 2 propositions, jamais plus que 3, hein, c'est inutile de faire un dessin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Toutes les propositions doivent être argumentées. Donc on était parti sur 3 projets, donc avec son petit food truck ici qui était déjanté, le food du un petit côté création artistique à la Miro, on va dire au Picasso, le fou du grain, et ici un axe logo tourné autour de la composition musicale. Donc c'est ce logo qui a été choisi. Et donc en fait l'histoire que ça raconte, c'est le fou du grain, donc c'est un être humain.
Le fou du grain, c'est pas n'importe qui, c'est le créateur. On a voulu personnifier. Donc le créateur, il apparaît en filigrane dans son logo, et on a décalé complètement la notion de café à la notion de composition de grand café. Ça nous a permis en fait d'avoir un côté original. C'est obligatoire quand on s'appelle le fou du grain. On ne peut pas avoir un logo avec juste un grain de café. Il faut quelque chose d'un petit peu original, et on ne voulait pas non plus, puisqu'il avait un objectif à moyen terme d'être une marque qui se développe au niveau national, on ne pouvait pas non plus faire juste un truc rigolo. Il fallait quelque chose qui se positionne dans la durée. Donc cette notion de logo développe ce qu'on appelle du storytelling, donc une histoire. C'est plus qu'un logo, c'est une histoire. Cette histoire me raconte que le fou du grain est un compositeur de grand café. J'ai un petit visuel associé. Et tout ça, ça se décline derrière en communication. Donc on voit la photo du créateur, on retrouve le fou du grain, compositeur de grand café. Toute sa gamme que vous voyez ici, en fait, a été déclinée en termes de nom de gamme autour d'accords musicaux. Donc on retrouve cette logique-là. Et puis toute la partie communication, site web, etc. Tout ça, ça a été développé de cette façon. Voilà. Donc vous voyez l'idée, j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, c'est qu'un logo, c'est pas juste un logo, c'est le début d'une histoire, et quand il est bien conçu, c'est hyper simple de tirer un fil. Et quand vous pouvez tirer un fil, vous avez une entreprise qui a une communication solide, et pas juste du hasard. Donc vous êtes peut-être dans le cas suivant, en fait, d'avoir déjà un logo, et un questionnement, est-ce que je peux le faire évoluer, comment ça se passe, etc. Alors ça arrive quand même très souvent, hein. Par exemple dans le cadre d'un rachat d'entreprise, cession d'entreprise, vous avez cette problématique qui est de dire, moi j'hérite d'un logo, je ne peux pas le changer complètement, mais en même temps, j'aimerais bien mettre ma patte, ma marque sur cette entreprise qui dorénavant m'appartient et qui va avoir un nouvel essai. Voilà. Vous pouvez considérer qu'aussi le logo il est plus en phase avec votre métier, il a été fait au départ, etc. Qu'il est daté, qu'il est inadapté, etc. L'évolution de logo, c'est quelque chose de très très clair. On a l'exemple ici. Donc là, on retrouve un peu les éléments du brief, hein, je parlais de brief, mais on retrouve en fait entre l'ancienne version et la nouvelle version. France TV, c'est toujours un groupe qui a besoin d'avoir une identité de groupe avec une identité de marque pour ses chaînes. Donc on retrouve cette notion d'évolution. Donc là, l'évolution, elle est assez radicale. On va dire que le point commun, c'est le code couleur, et même les couleurs ont changé. Voilà. On a des évolutions qui sont purement graphiques. Là, on retrouve en fait, à travers l'évolution du logo Microsoft, on retrouve les différentes tendances graphiques. On en parlait un petit peu. Le flat design ici, le web glossy 3D. Voilà. Vous retrouvez ici quelques évolutions simples, des choses que vous n'avez peut-être même pas remarquées au fil du temps. Le logo énergie, quand on dit qu'il est passé en flat design, il a perdu son contour, il a perdu son nombril, il a perdu sa 3D. Pareil pour vous dire. Donc le petit bouton à un moment donné qui était super pratique parce qu'il correspondait à un bouton sur le téléphone et que ça évoquait assez simplement l'usage du smartphone, il a explosé, c'est plus un bouton, maintenant on retrouve simplement le code couleur. Voilà. Quelques autres exemples. Voilà. Si vous voulez faire évoluer votre logo, dites-vous c'est naturel, c'est simple. Essayez d'opter plutôt pour une évolution ou une transformation. Ne repartez jamais de zéro. C'est toujours assez compliqué de se dire tiens je vais imposer un nouveau logo alors que le mien il a été mémorisé. Je vous conseille de faire évoluer. C'est toujours faisable de faire évoluer un logo en gardant un élément ou deux. Voilà. Et quand vous souhaitez changer de logo, dernière chose, soyez clair sur les objectifs de cette évolution. Expliquez au graphiste pourquoi vous voulez faire évoluer. Ne vous contentez peut-être pas de vous dire qu'il faudrait quelque chose de plus moderne. Essayez de préciser ça. On en revient à cette notion de brique. Voilà, donc j'ai presque fini sur la partie logo. Pensez à ces quelques petits exemples. Le logo, c'est construit d'abord en monochrome. Vous doit vivre en noir et blanc d'abord. La couleur, c'est dans un deuxième temps. Le logo se teste sur une carte de visite que vous allez imprimer à taille réelle pour vérifier. Un logo ne fera jamais l'unanimité. Attention, parce que le réflexe qu'on a quand on fait une proposition de logo, c'est de demander à la famille, de demander aux amis, de demander aux professionnels qu'on connaît, etc. Rien ne fait l'unanimité sur Terre, donc vous serez forcément déçus. Donc si vous demandez l'avis de beaucoup de monde, attendez-vous à être déçus. Et après, il faudra que vous soyez capable de trancher. N'oubliez pas qu'un logo se protège. Pardon, merci. Et je vous ai mis là juste un lien. Merci. Comment protéger son logo? Je vous allez sur le site de Linky, c'est assez bien expliqué. Voilà. Merci. Donc, rapidement, l'identité visuelle. En dehors du logo, l'identité visuelle vous permet d'avoir ce que vous avez sous les yeux ici, donc de décliner un certain nombre de supports de communication. Le logo est insuffisant pour habiller tout ça. Si on avait le logo à l'identique positionné partout, on aurait quelque chose d'assez terne sur ma panoplie de communication. Par contre, ici, vous voyez, j'ai un code couleur, j'ai un élément graphique damier qui revient, j'ai un système de titrage avec des fonds de couleurs, des choses comme ça. J'ai des formes positionnées à l'oblique, voilà, un certain nombre d'éléments.
Donc la construction de votre image va s'appuyer sur d'autres signes que le logo. Et ça vous permet en fait de prendre un peu de distance par rapport à la complexité de la création du logo. Votre logo, il va être simple, c'est pas grave, il va être simple, mais il va être appuyé par des outils. Et l'avantage de séparer la fonction du logo marque des outils, c'est que vous pourrez remplacer les outils dans le temps. Si la mode graphique évolue, vous pouvez très bien changer en fait sur ces supports-là. Vous pourrez changer le damier, vous pouvez changer le code couleur, etc. Votre logo restera. Donc ça, ça vous permet en fait de vous protéger pour l'évolution dans le temps. Ces éléments récurrents forment votre patrimoine de marque, donc ça c'est important, et tout ça, ça se résume de cette façon. Donc un logo, il vit avec des amis, les typographies, les couleurs, les outils graphiques, tout ce qui est norme de cadrage, si je fais une annonce presse, si je fais une feuille à carte, etc. Il vit avec un bloc marque, il vit avec un style de photo parfois, si vous êtes restaurateur, vous allez forcément soigner la photo de vos plats du jour que vous allez publier sur Facebook, et bien vous allez essayer de définir un style, une espèce de charte graphique pour l'ensemble. Voilà. Donc en fait, le logo, tous les éléments de la ligne graphique et la charte graphique, c'est l'ensemble. Petit topo rapide sur les. Je vais passer parce qu'on va prendre du retard. Donc vous aurez dans la présentation des explications sur les différents types de typos. Vous voyez assez rapidement qu'il faut 2 à 3 polices maximum que vous allez toujours utiliser, pas plus. C'est pas un concours de couleurs ou de forme, la création graphique. Vous allez vérifier que les typos sont disponibles au format web aujourd'hui, c'est important. Il y a plein de typos qui ne sont pas disponibles au format web. Si vous voulez développer un site web conforme à votre communication print, utilisez les mêmes typos. Voilà. Sinon, c'est le début de la fin de la chose. Attention aux polices d'usage et la typo du logo, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous avez une typo dans votre logo, que c'est cette typo-là qui forme votre texte pour écrire votre courrier administratif. Enfin, deux choses très différentes. Et vous allez privilégier la lisibilité dans tous les cas. Je vais vous donner les adresses de sites, vous les trouverez ici, Font Google, les typos web, Fontspace et Dafont. Quand on rentre là-dedans, c'est super rigolo et forcément l'œil s'arrête sur les typos les moins lisibles, les plus fun. Donc prenez un peu de recul et faites-vous conseiller par un graphiste. Mais en tout cas, vous verrez sur ces sites-là plein d'idées de typographie. Les couleurs, je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui sur la symbolique des couleurs, mais vous savez qu'il y en a une. Renseignez-vous sur cette symbolique. Attention aux usages par métier. Si on est dans le bio, l'alimentaire bio, il y a des couleurs à éviter. Il y a des couleurs qui sont plutôt tendances, on va dire. Moi, je ne dis pas le vert, le marron, pastel, etc. Mais il y a des usages par métier. Et à l'opposé, il y a des choses qui apparaissent qui ne devraient pas se faire. Dans l'alimentaire, il y a des couleurs qui pour moi ne fonctionnent pas. Et pourtant, on retrouve de plus en plus de restos, de boulangeries, etc. par exemple, qui ont opté pour le code couleur violet-orange ou violet-vert fluo. Et ça, ce sont des codes qui ne sont absolument pas alimentaires, ce sont des codes marketing. On s'éloigne complètement du nature de ce qu'on peut espérer trouver dans l'assiette. Donc attention à la lisibilité des couleurs, donc il y a des accords, il y a des choses qui sont faciles à lire, il y a d'autres qui sont difficiles. Essayez de mettre un petit peu rouge sur un fond bleu. Bon courage pour la lecture. Sachez que la perception des couleurs change selon les pays, donc renseignez-vous un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est sur une étude trouvée sur Internet, sur les codes couleurs utilisés dans les logos ces dernières années. Vous voyez que le bleu et le noir sont quand même des choses fréquentes. Voilà. Ça c'est juste un conseil technique. Quand un graphiste va vous fournir une couleur pour chaque graphique, il faut être précis. Un orange, donc le orange que vous avez sous les yeux là, il vit différemment qu'il soit traité en 4 couleurs, CMJN, donc vous voyez un pourcentage de magenta et de jaune, ou en RGB, donc ce sont les couleurs écran. Donc le CMJN sont les couleurs papier, quand vous imprimez, RGB sont les couleurs écran, HTML sont les couleurs sur un site web, Pantone c'est quand vous travaillez sur des supports imprimés très spécifiques, ou sur de la peinture, RAL c'est pour habiller vos bâtiments. Voilà. Donc en fait, vous devez, pour une même couleur, définir tous ces supports-là, et ça doit être écrit à l'avance. Même si dans un premier temps, vous avez juste une carte de visite qui sera imprimée en cette vous devez demander au graphiste un peu toutes ces couleurs-là, ce sera bien utile pour la sortie. Les outils graphiques, deux mots, à quoi ça sert un outil graphique? Par exemple ici, ça peut être des éléments de fond dissociés du logo, ça peut être des icônes ou des pictogrammes qui vont vous servir. Plutôt que par exemple si vous avez un bricolage, plutôt que de réfléchir, tiens aujourd'hui il me faut une scie, et dans 2 mois il me faudra un marteau, etc. Travaillez tout de suite une bibliothèque de pictogrammes. Comme ça vous n'aurez pas à les rechercher, et sur quand vos documents seront imprimés et mis à côte à côte, vous aurez forcément une continuité. Voilà. Et des éléments graphiques, illustrations d'accord, vous pouvez très bien avoir, par exemple, en filigrane sur votre papeterie administrative, ce petit arbre-là qui est un rappel, qui n'est pas votre logo, mais qui est un élément bien précis. Donc, vous voyez sur la gauche, ça c'est un autre exemple d'éléments graphiques qui sont bien utiles. Mes petites lignes, voilà, ça me permet d'habiller un mug, par exemple, de travailler en fil de site internet, le côté de ma papeterie, etc. Et donc, cette identité visuelle,
ça va vous permettre de donner du relief à vos supports de communication, un relief que vous n'avez pas si vous utilisez sur le logo. Le bloc marque, un bloc marque, c'est quoi? Donc, j'ai deux exemples chez Leroy Merlin et Castorama. C'est en fait la façon dont on va positionner la marque avec des éléments complémentaires. Chez Leroy Merlin, il a décidé d'inscrire aménagement, décoration et tendance. Castorama a ici mis en fait sa signature. Auchan a décidé de mettre en avant sur son bloc marque sa signature également. La vie change. Castorama, à un moment donné de sa vie, a tout mis. C'est-à-dire qu'il y avait le logo, ses métiers, donc on appelle ça le bandeau métier, déco, brico, bâti, etc. Sa signature, ses castoches, pardon, et Castorama.fr, son site. Donc finalement, en fait, dans un bloc marque, vous trouvez tous ces éléments-là, mais vous faites des choix, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, le logo, une signature, un bandeau métier, etc. Et pourquoi ça s'appelle un bloc marque? Parce que la plupart du temps, c'est positionné de la même façon sur la plupart des supports. Ça vous évite de réinventer à chaque fois une mise en page. Toujours organisé de la même façon. La charte graphique, qu'est-ce que c'est? J'ai fini dans 1 minute 30. La charte graphique, en fait, c'est finalement le livre dans lequel seront consignés tout ce qu'on vient de voir. Donc, vous avez sous les yeux l'exemple de la charte graphique d'Arte. Donc, on retrouve dans la charte graphique la gestion du logo, comment il fonctionne, ses codes couleurs. On retrouve l'univers des couleurs, donc l'univers chromatique, secondaire, c'est la charte graphique couleur déjà un peu plus complexe. Donc, l'univers des couleurs, l'univers des typographies. Donc on voit que c'est quelque chose d'assez précis, c'est la typo Gotham, déclinée dans plusieurs graisses. Et puis les éléments graphiques, donc les petits gimmicks visuels qui sont utilisés. Donc ici c'est ce que Arte appelle la sculpture et les formes. Voilà. Donc tout ça, ça vit ensemble, c'est dans une charte graphique. Et donc c'est finalement quand le travail est fini, c'est quelque chose que vous avez sous les yeux qui est assez utile pour ne pas commencer à se reposer la question à chaque occasion de communication. C'est aussi intéressant si un jour vous cédez votre entreprise, vous allez pouvoir la valoriser, c'est un détail, mais c'est quelque chose qui se valorise très bien auprès d'un repreneur. J'ai une identité graphique, il y a une charte qui a été réalisée. Voilà, vous n'achetez pas que du vent sur le plan de communication, quelque chose de solide. Donc si vous voulez creuser un petit peu ce point charte graphique, je vous invite à aller sur le site charte-graphique.com et vous trouverez une centaine ou une quarantaine d'exemples de grandes chartes, mais c'est peut-être un peu surdimensionné pour notre problématique, mais c'est hyper intéressant en termes de support. Voilà. Et bien on en a fini sur la partie logo, j'espère que vous avez bien suivi jusqu'à présent. Si vous avez des questions, je propose qu'on les fasse à la fin. On va passer